Bonjour à tous, c'est le Solonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo sur Zoro de l'équipage des Mugiwara. Zoro veut devenir le meilleur épéiste au monde. Il a fait une promesse à Kuina, sa meilleure amie, et au fil du temps, on a pu voir qu'il a tissé un lien très fort avec Luffy, son capitaine. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans les équipages. Le premier homme est extrêmement lié au capitaine, même si bien évidemment, les autres membres peuvent être très liés au capitaine. Le dernier exemple en date que l'on a, c'est l'homme que notre cher Zoro a combattu et battu. Le second de Kaido, King l'incendie. Kaido l'a sauvé des griffes du GM, puis King est devenu son numéro 2. On a bien vu que faire de Kaido le roi des pirates, ça lui tenait vraiment à cœur. Même si ce n'est pas le seul, avec notamment Ulti qui voulait fracasser le crâne de Nami. D'ailleurs, le combat Ulti-Nami a surtout été un combat de volonté et de motivation. Nami a dit que le prochain roi des pirates, c'est Monkey D. Luffy et personne d'autre. Elle aurait pu perdre la vie, mais elle a tenu bon jusqu'au bout. Parce qu'elle croit en Luffy, qu'elle a une volonté de faire et une motivation à toute épreuve. Juste avant de démarrer, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus sous la vidéo. Ça fait plaisir et c'est important. Merci à tous. Généralement, l'auteur met l'accent sur les seconds. Marco devait être important pour Nigashima. Katakuri devait être important pour Whole Cake. Shiryu devait être important pour Impel Down. Ils ont des traitements particuliers car le scénario va dans ce sens. Et pour Zoro et Sanji, c'est différent, justement parce que le scénario va dans ce sens. On l'a vu dans la dernière vidéo révélation, Sanji Whole Cake, Zoro Wano. Le lien qu'il y a entre Zoro et Luffy est très fort et il s'est renforcé au fil du temps. Il s'est tellement renforcé, Zoro croit tellement en Luffy, qu'il a finalement trouvé une motivation plus forte que son ambition. Il place le rêve de Luffy avant le sien. Faire du capitaine le prochain roi des pirates, ça vient avant le titre. Il ne cherche même pas à combattre des épéistes. Tout ce qu'il veut, c'est gagner, quitte à sortir de la voie du sabre. Il veut même devenir le roi des enfers qui est lié à Luffy. Roi des pirates, lumière. Roi des enfers, ombre. Le roi des enfers est l'ombre du roi des pirates. C'est un soutien indéfectible qui est prêt à donner sa vie. Le moment le plus frappant, c'est Thriller Bark, parce que Zoro allait offrir sa vie. Je pense que la véritable cassure qu'il y a entre Zoro et l'objectif premier qu'il avait, c'est à ce moment-là. Il est passé de « si jamais tu te mets en travers de ma route, sache que tu le paieras très cher » à « donner sa vie pour sauver Luffy ». Vient alors une défaite sur l'archipel qui enfonce le clou, et une remise en question de Zoro, qui demandera à Mihawk de l'entraîner. C'est à ce moment-là que Zoro a changé. Il est prêt à donner sa vie, quitte à ne jamais devenir le meilleur épéiste au monde. Voilà pourquoi le voir dire qu'il est prêt à sortir de la voie du sabre, au fond, ce n'est même pas réellement surprenant. Il allait donner sa vie. Il a compris qu'il lui fallait quelque chose d'autre. Il fallait qu'il devienne un roi, pour pouvoir se tenir aux côtés du roi des rois, le roi des pirates, le roi des enfers et le roi de tous ceux qui sont liés à la puissance démoniaque. Le roi des pirates et le roi de tous les pirates. Voilà pourquoi apprendre que Barbe Blanche Prime n'était légal que de Roger Malade, ce n'est même pas très surprenant. Newgate a beau avoir un titre qui est le sien, qui au passage est lié à sa vie de pirate, Barbe Blanche reste un pirate, et Roger était le roi de tous les pirates. On se souvient des mots de Kaido, de qui seras-tu le roi? Gamin. On ne peut être le roi des pirates si quelqu'un nous est supérieur. Zoro et Sanji sont les deux commandants de Luffy, les deux premiers, que l'on appelle ailes du roi des pirates. La métaphore est forte et pleine de sens. Ce sont les meilleurs éléments après le capitaine, mais ils sont surtout garants de l'ascension du capitaine. Ils ont dit que s'ils battaient King et Queen, ils pourraient bientôt voir Luffy en roi des pirates. Parce que c'est primordial. Les ailes du roi des pirates doivent être les commandants les plus puissants du monde. Zoro combat avec épée, donc il a besoin des meilleures épées possibles. On dit souvent que le plus important c'est le manieur et pas l'épée, mais ça ne veut pas dire que l'épée n'est pas importante. Onigashima l'a prouvé par A plus B. Là où le Red Suite est à la base du power-up de Sanji, Enma est à la base du power-up de Zoro. Les ailes du roi des pirates ont eu un power-up en même temps, et un power-up avec outil. Pour Zoro, c'est une épée qui éveille un pouvoir. Pour Sanji, une combinaison éveillait son pouvoir. Le power-up de Sanji est plus complet, sauf que Zoro, via son power-up, a obtenu un incroyable pouvoir offensif. De base, il avait une bonne vitesse et une très bonne résistance. Il a toujours eu une grande force brute et une très grande puissance brute. Il a toujours eu de bonnes techniques, mais là, avec du Akidoro offensif, lié à une puissance démoniaque, c'est différent. Quand il a voulu découper l'arbre, il a découpé une falaise. Ça, c'est Enma. Sauf qu'Enma a pu le faire grâce à Zoro. Zoro a pu le faire car Zoro avait le potentiel pour le faire. Le potentiel et la puissance. Enma est une épée qui absorbe le haki et qui tranche au-delà du nécessaire. On a donc une épée qui est très compliqué à manier. Une épée qui prend ton haki, une épée qui utilise son potentiel. Ce qui a toujours caractérisé Zoro, justement, c'est son potentiel. Sanji avait également un bon potentiel, mais son potentiel est inférieur à Zoro de base. Voilà pourquoi le Red Suite a surtout déployé son potentiel lié à la science. On peut faire un parallèle avec Mihawk qui avait déclaré « Désolé le roux, mais ce pouvoir ne connaît aucune retenue. Sa vie prendra-t-elle fin ou échappera-t-il à cette lame noire ?» En d'autres termes, quand il attaque avec le Kokuto Yuru, il attaque vraiment. Voilà pourquoi sur le baratie, il ne voulait pas l'utiliser. Voilà pourquoi il a découpé toute la mer gelée. Autre parallèle avec Koshiro. Selon lui, un épéiste doit pouvoir tout découper et ne rien découper. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir la volonté de ne pas découper. Il faut donc une grande maîtrise. Et pour Zoro, avec Enma, il lui faudra une très grande maîtrise. Voilà pourquoi Zoro a dû s'entraîner et voilà pourquoi il doit encore évoluer. D'ailleurs, il l'a bien dit, si je maîtrise Enma, je serai plus fort.
Le Gob Hill avait gobé le navire des Mugiwara. Pourtant, l'attaque de Doré Ibrogi n'a pas détruit le navire. C'est le Gob Hill qui s'est fait détruire. Pourquoi? Eh bien parce que Doré Ibrogi avait l'intention de protéger le navire. Donc ils n'ont pas été détruits. Quand Mihawk attaque Luffy, il n'a pas l'intention de protéger qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi l'attaque a découpé la glace. Quand il attaque Barbe Blanche, il n'a pas l'intention de protéger qui que ce soit, ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi Jose a dû bloquer l'attaque. Et on voit bien que l'attaque n'était pas faite pour le protéger. Zoro a une lame qui découpe plus que nécessaire. Il lui faut donc une excellente maîtrise. On sait qu'une épée choisit le manieur, sauf que beaucoup confondent avec une épée destinée à un tel ou un tel. Une épée n'est pas destinée à quelqu'un, ce n'est qu'une question d'estime sur l'instant. Si l'épée considère que tu es très fort et que tu as un gros potentiel, elle te choisira. Zoro a galéré contre King à cause d'Enma, parce que l'épée l'a testé. Enma a en fait reconnu son potentiel. Une épée liée en toi, et l'épée savait que Zoro avait le haki des rois. Zoro l'ignorait, mais l'épée lui a fait comprendre. Le Sandai Kitetsu est réputé pour causer la perte des manieurs, et je pense avoir compris pourquoi. En fait, c'est un peu comme Enma. Si le manieur est faible, et ou qu'il n'a pas un gros potentiel, l'épée n'en fait qu'à sa tête. Voilà pourquoi on parle de malédiction. Kuina a perdu la vie en allant aiguiser sa lame. Le Wado Ishimonji a donc peut-être causé sa fin. Le Wado est un Owazamono tout comme Enma. Ils ont par ailleurs le même forgeron. Kozaburo. Sur le Baratie, Mihawk a détruit les lames de Zoro. Pourtant, il n'a pas touché au Wado. Je pense qu'il l'a reconnu et qu'il ne voulait pas la détruire. Zoro a utilisé du HDA contre Mr. One sur Alabasta, et je pense que c'est via une lame. Tout comme Enma avec le haki des rois, l'une de ces lames contre Mr. One a pu lui servir pour le HDA. Ça peut être le Sandai Kitetsu ou le Wado Ishimonji, qui a par ailleurs été utilisé pour attaquer. Selon Kitetsu, si Zoro manie bien Enma, c'est parce qu'il manie bien le Wado. On a donc une révélation quant à Zoro, le Wado l'a sûrement fait évoluer au fil du temps. Les épées ont joué un rôle très important durant sa vie. On en vient donc au problème des épées noires. D'après Kitetsu, il pourrait faire d'Enma une lame noire. On a deux façons de le faire, du HDA ou la rendre noire constamment. Le noir permanent, ce n'est pas lié à un niveau de puissance, car ni Roger, ni Newgate, ni Shanks, ni Xebec, ni Oden n'avaient d'épée noire. L'autre problème, c'est que si on prend une épée légendaire, comment ça se passe? Est-ce qu'on crée une catégorie? Le Yoro a-t-il toujours été dedans? Était-il dans les 21? Pourquoi Mihawk n'a rien dit à Zoro? Il lui a parlé du HDA, Zoro a dit avoir réussi contre Pika, mais c'est tout. Pourtant, il l'a entraîné pour qu'il le surpasse. Si je devais trouver quelque chose, je dirais que Mihawk doit savoir que Zoro sera confronté un jour ou l'autre à une épée noire, qui n'est pas le Yoro. À moins que pour Mihawk, une épée noire, ce n'est qu'un détail. Si on prend la première option, alors Zoro combattra quelqu'un qui a une épée noire. Et pour le coup, il pourrait battre un vrai épéiste, parce que Pika et King ne sont pas épéistes. Le problème, c'est qu'il faut quelqu'un qui a au minimum le niveau de King. Si on prend la seconde option, on se dit qu'au fond, une épée noire, c'est surtout une épée résistante, et qu'il n'y a pas de réel lien entre la puissance et ce noir constant. Zoro a échangé Shisui contre Enma. Une épée a sa propre personnalité. Il faut que l'épéiste la maîtrise et qu'il se plie à sa volonté. Cette phrase prouve pourquoi Zoro sera un combattant d'exception, et pourquoi il sera l'un des hommes les plus puissants de tous les temps. Il ne combat pas avec une, ni deux, mais bien 3 lames différentes, et 3 lames d'exception. Il a eu l'épée de Ryuma, le dieu des lames, sur Thriller Bark, mais il a échangé contre Enma qui était à Oden. Dans le chapitre 953, Iori lui dit qu'elle veut récupérer Shisui. Zoro refuse, mais elle lui dira quelque chose qui lui fera changer d'avis. Elle est prête à l'échanger contre Enma, la seule épée qui a pu trancher Kaido. Là on voit quelque chose de très intéressant, parce que Zoro réfléchit et accepte, alors que Shisui est l'épée de Ryuma, le dieu des lames. Pour le côté trésor de Wano, Zoro s'en fout, parce qu'il a refusé. C'est seulement Enma qui l'a véritablement intéressé. Dès qu'il a entendu Enma, Kaido blessé, il a accepté, parce que là c'est du réel, c'est du concret. On en vient donc à la question, aura-t-il une nouvelle épée? Et quelle peut être cette épée? Actuellement, Zoro a le Wado Ishimonji, Enma et le Sandai Kitetsu. Il ne peut combattre sans le Wano. Il doit aller au bout avec, il faut qu'il le fasse pour Kuina. On n'y touche pas. Enma est l'épée qu'il vient d'avoir. Il a battu King avec, grâce à elle, il a pu trancher Kaido, il a eu son power-up avec, elle était à Oden et il a échangé contre Shisui. On ne peut pas y toucher, roi des enfers, il la garde jusqu'au bout. Wado et Enma sont deux Wazamono, des 21 grandes lames. A contrario, le Sandai Kitetsu est un Ryu Wazamono, l'une des 50 lames de qualité supérieure. Pour comprendre la différence, Mr. Eleven et Tashigi ont ou ont eu des Ryu Wazamono. Le Yubashiri fut détruit lors d'un combat. Les Owazamono et les Seiji Owazamono, c'est totalement différent. Les manieurs sont différents et aucune d'entre elles n'a été détruite. Oden avait 2 Owazamono. Un Seiji Owazamono n'est donc pas impératif pour être tout en haut. Zoro peut garder Enma et le Wado, donc 2 Owazamono, jusqu'à la fin. Un peu comme Oden qui en avait 2. Mais pour devenir encore plus puissant, il faudrait que Zoro obtienne une Seiji Owazamono. On aurait donc un homme qui combat avec 3 épées, 2 des 21 et une des 12. Il a eu le Sandai Kitetsu en même temps que le Yubashiri, qui s'est fait détruire. La prochaine étape, c'est l'échange ou la destruction du Sandai Kitetsu. Enma est lié au démon et le Sandai Kitetsu est lié au démon. On a donc 2 sabres liés au démon pour l'homme qui veut devenir le roi des enfers. Enma, roi des enfers, Sandai Kitetsu,
troisième génération démon. Wado Ishimonji veut dire la route menant vers l'harmonie. Et là, c'est beaucoup plus ambigu. L'harmonie, c'est le rapport d'adaptation entre les éléments d'un ensemble cohérent ou entre des choses soumises et une même finalité. La finalité pour Zoro, c'est roi des enfers. Ils veulent devenir, il va le devenir. Le Wado Ishimonji sert donc symboliquement de chemin vers cette finalité. Que ce soit du côté démoniaque ou pas, le Wado Ishimonji est là pour l'accompagner. Il peut donc avoir une troisième épée liée au démon pour qu'il devienne le roi des enfers. Comment s'appelle-t-il? Moustique. Oh, je veux dire Arthur. Vive le roi Arthur! Excalibur est l'épée magique légendaire du roi Arthur. Le roi breton dans les textes de la légende arthurienne, de la matière de Bretagne, rédigée à l'époque du Moyen-Âge. Excalibur est réputé pour être incassable et pour trancher toute matière. Par ailleurs, son fourreau protège de tout. Le roi Arthur, qui avait les deux, était considéré comme étant invincible. On retrouve tout ce dont Zoro a besoin, une épée incassable et le fait de tout trancher. Les textes racontent qu'Arthur est invincible avec épée et fourreau. Le narrateur de One Piece dit qu'Oden était revenu invincible. Reste à voir si le fourreau sera exploité par l'auteur. Pour Zoro, s'il intègre Excalibur. Les Mugiwara devraient aller sur Elbaf pour plusieurs raisons. Lien avec Shanks, Usopp, Doré Brogy, Oimo Ikachi, c'est le pays le plus fort du monde, etc. Pour Elbaf, l'auteur s'inspire des Vikings. Et l'âge des Vikings ou Ère Viking s'est déroulé entre 793 et 1066. Le Moyen-Âge s'étend de la fin du 5e siècle à la fin du 9e siècle. Excalibur, c'est fin 5e ou début 6e. On a donc une épée légendaire que Zoro pourrait récupérer sur Elbaf pour avoir une épée légendaire digne de ce nom. Si l'épée est plantée comme dans les textes, Zoro, qui peut être l'élu, pourrait la prendre et devenir bien plus fort comme avec Enma. Enma s'apparente clairement à une épée magique, dans le sens où elle puise son acquis d'elle-même, dans le sens où Zoro a bien failli perdre la vie à cause du fait qu'elle est retenue, et dans le sens où on peut perdre la vie rien qu'en la tenant. Amenohabakiri pourrait découper le ciel, tandis qu'Enma envoie les ennemis dans les profondeurs de l'enfer. Zoro aurait pu avoir le Amenohabakiri, mais il a eu Enma. Enma est liée aux enfers de par son nom, caractère et faculté, mais selon Shimotsuki Kozaburo, elle n'est pas maudite. On pourrait croire un paradoxe, mais pas vraiment, car l'épée peut être démoniaque sans pour autant être maudite. L'épée peut être magique sans pour autant être maudite. Démoniaque, c'est propre au démon, alors que maudit, c'est voué à la damnation éternelle. Quand on parle d'épée maudite, on peut même croire qu'on lui a jeté un sort. Dans le langage commun de l'œuvre, on parle d'épée maudite à cause du caractère des épées. Mais Zoro dit bien qu'une épée est honnête et franche. Elle n'a pas de mauvaises intentions. En laissant s'écouler son acquis, Zoro a fait confiance à Enma et il ne lui a prêté aucune mauvaise intention. On peut donc parler d'épée magique pour Enma ou d'épée démoniaque. Un démon peut être malfaisant ou bienfaisant. Enma est de facto une épée qui est à minima magique. L'épée a un caractère et elle draine du haki. Quelle est l'une des épées, si ce n'est l'épée magique la plus connue et la plus importante de l'histoire? Quelle épée a marqué les esprits comme très peu d'épées? Excalibur. Il existe 12 Seiji Wazamono. Xebek en avait sûrement une, pareil pour Eli, qui n'avait qu'une épée. Pareil pour Griffon, donc l'épée de Shanks. Shiki combat avec Oto et Kogarashi, c'est comme Oden, 2 Wazamono. Vista combat avec 2 épées qui peuvent être 2 Wazamono. Il reste donc au minimum 5 épées légendaires à trouver, ce qui est peu et beaucoup à la fois. 5 pour le monde c'est peu, mais trouver 5 épées légendaires ça peut faire beaucoup. On a le Yoru, donc la nuit noire. L'épée noire. Murakumogiri, fondeur de ciel. Barbe blanche, l'homme qui fend le ciel. Ace, donc l'as, celui qui excelle dans un domaine ou une activité. Shodei Kitetsu, première génération de démons. Et enfin Griffon, l'animal fantastique. Les inspirations sont diverses et variées, allant de la nuit à l'animal fantastique et Griffon. Étymologiquement parlant, Excalibur vient du latin ex, cal, liber, qui veut dire libérer du caillou, en référence à l'épée qu'il faut libérer. Si l'auteur s'inspire du nom et de l'histoire, alors on pourrait avoir une scène d'anthologie avec Zoro qui prend l'épée. Quelqu'un pourrait très bien lui donner comme avec Shusui. Mais alors, est-ce que ses ancêtres peuvent être liés à l'épée, qu'elle se nomme Excalibur ou pas? Eh bien Zoro descend de Shimotsuki. Et parmi les Shimotsuki, on retrouve le forgeron d'Enma et du Wado Ishimonji. Un ancêtre de Kozaburo a très bien pu forger une ou plusieurs épées légendaires. Wano est le pays des samouraïs. Un Shimotsuki de Wano a très bien pu forger des lames légendaires. Les géants pourraient croire en une prophétie qui dit que seul héritier des Shimotsuki ou de Ryuma le dieu des lames est digne de récupérer l'épée. Zoro, qui n'est pas au courant de ses liens familiaux, pourrait tout apprendre en récupérant l'épée. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.